Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 4e volet de notre semaine sur le Mali, avec notre dossier du jour qui sera consacré à la question du foncier. Au programme également de cette émission, le Tchad envoie 2000 soldats au Niger pour lutter contre le groupe terroriste Boko Haram. Et en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma rattrapé par l'affaire Gupta, une famille accusée d'influencer certaines de ses décisions. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Moussa Koulibaly, vous êtes l'organisateur du salon de l'immobilier malien Paris. Bienvenue. Bonsoir. Et avec nous également nos éditorialistes. Alfred Chongo, bienvenue. Merci Fanny, très heureux de vous retrouver autour de ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices. Merci de leur accueil. Et Daoud Attal, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. Le Tchad envoie quelques 2000 soldats au Niger, des troupes lourdement équipées qui ont pour mission de traquer Boko Haram. Cet envoi fait suite à l'attaque le 3 juin dernier de la ville de Bosso au Niger, l'une des plus meurtrières menées par le groupe terroriste dans le pays. Alfred, on peut dire que le Niger n'a pas les moyens de faire face seul au groupe terroriste Boko Haram. Fanny, je crois effectivement que le Niger d'abord ne s'attendait pas à cette attaque. Personne d'ailleurs n'a vu venir. Et donc ça a été un peu une attaque par surprise, mais ça étonne aussi que les services de renseignement, par exemple, nigériens, n'aient pas vu venir et puis pour prévenir éventuellement les autorités compétentes pour mettre en place justement un dispositif de réponse contre justement Boko Haram. Ce qu'il y a d'étonnant aussi dans cette situation, c'est que depuis pratiquement un an, décision a été prise de mettre en place une force justement interrégionale qui devait combattre Boko Haram. Des troupes devaient venir de 5 pays du front, le Niger, le Tchad, etc., le Cameroun, le Nigeria et le Bénin qui avait accepté aussi d'envoyer des troupes, mais qu'on ne voit pas effectivement venir cette force-là. Et le fait de faire appel justement au Tchad, c'est une manière de reconnaître aussi l'importance de la stratégie de la tactique militaire d'Idriss Déby, qui a su former des troupes très aguerries, qui sont capables effectivement, il l'avait montré par le passé, de contrer assez facilement de contrer Boko Haram. Mais je pense effectivement qu'il faut une synergie des moyens. Il faut une mutualisation des moyens pour pouvoir faire face justement à ces genres d'attaques, parce que seul, effectivement, c'est très compliqué. Et le Niger fait face à d'autres défis beaucoup plus graves, plus importants, qui font que là, il était presque naturel que Mahamadou Issoufou s'adresse à Idriss Déby pour lui demander de l'aide militaire. Alors Daouda, justement, c'est le président nigérien lui-même qui est parti au Tchad pour demander l'aide des troupes tchadiennes. Est-ce que ça veut dire que l'armée tchadienne, c'est la plus efficace à l'heure d'aujourd'hui ? Pour l'instant, dans la lutte contre Boko Haram dans la région, elle, incontestablement, elle apparaît comme la plus efficace, en tout cas comme la plus audacieuse, puisque on se souvient du conflit au Mali, c'était quand même un terrain très dangereux et les soldats tchadiens étaient au devant de la scène pour accompagner la force française. Donc aujourd'hui, le Tchad mène ce combat à la fois pour sa patrie, pour son pays, et puis pour les pays voisins. Donc je pense, oui, effectivement, aujourd'hui, on peut dire quand même que c'est une armée qui a une certaine force qui est redoutable. C'est une armée assez offensive. C'est une armée qui accepte d'aller au-devant des théâtres, dans les théâtres d'opération. Souvent, les pays protègent leurs soldats, ils arrivent en dernière ligne, etc. Alors que là, on a quand même un président Idriss Déby qui répond à l'appel de tous les pays finalement qui font appel à lui. Là en particulier on parle du Niger, mais je pense que oui, l'armée tchadienne, elle n'est pas forcément la meilleure armée d'Afrique, mais elle est dans la lutte contre Boko Haram, dans le bassin du lac Tchad, y compris au Mali. Aujourd'hui, incontestablement, elle gagne en leadership.
Vous êtes d'accord avec ce leadership de l'armée tchadienne contre Boko Haram? En tout cas, mais pas seulement contre Boko Haram, mais dans cette lutte, dans ce combat contre le terrorisme, effectivement, l'armée tchadienne est au devant de la scène. Il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas longtemps, le Cameroun avait fait appel aux troupes tchadiennes, toujours pour combattre Boko Haram. Ça veut dire effectivement que Idriss Déby avait compris ou a compris une chose. S'il avait été temps décrié au plan politique interne, disant, mais au fond, qu'il contenait tous les pouvoirs dans ses mains, qu'il brimait son opposition, par ailleurs, il a compris qu'en formant une armée aguerrie, capable d'être projetée sur tous les territoires de combat, de guerre en Afrique, il reviendrait dans le jeu politique, géopolitique, en tout cas de la région internationale. Du coup, tout le monde lui fait confiance, que ce soit la France, les États-Unis, l'Union africaine, et donc il joue très bien ce rôle-là, et il met les moyens justement pour que cette armée soit opérationnelle et efficace sur le terrain. Daouda, cette attaque de la ville de Bosso au Niger, est-ce que ça signifie aussi que l'on a un peu pris les devants sur l'affaiblissement de Boko Haram? Bon, on s'est peut-être avancé un peu trop vite. Effectivement, là-dessus, je suis d'accord avec votre manière de poser le débat, la question, parce que bon, on croyait quand même Boko Haram très largement affaibli. Elle l'est, hein, depuis l'arrivée de Mohamed Bouhari, bien entendu. Dans cette zone-là, l'armée nigériane a été complètement secouée avec des changements au niveau du commandement, avec une volonté politique plus accrue. Au niveau du Tchad, pareil, le Cameroun coopère maintenant avec le Nigeria. On a vu la visite du président Paul Biya récemment. Donc je pense qu'il faut se méfier, moi je l'avais dit également, et puis d'autres, c'est-à-dire que c'est une nébuleuse qui est là, qui a des techniques, des tactiques de guerre qui sont assez difficiles à prévoir, puisque là, comme vous le dites en introduction, 2000 soldats, et je suis sûr qu'à côté, il y a peut-être quelques dizaines. Donc là, ce n'est pas une question d'hommes, c'est une question peut-être de stratégie, d'éducation des populations, de politique de prévention, avancer sur les questions de développement. Je pense que la lutte vraiment contre Boko Haram, elle est là, mais il ne faut pas penser qu'elle est complètement anéantie. Elle est certes affaiblie, et c'est maintenant justement qu'il faut davantage mettre la pression sur ce groupe pour l'éliminer complètement. Et les soldats tchadiens sont assez aguerris pour ce genre de théâtre d'opération. Et aussi, dernier élément, c'est quand même que quand on regarde la zone où ça se passe, le bassin du lac Tchad, la capitale parmi les pays qui sont autour la plus proche, c'est N'Djamena. Voilà, par rapport au Cameroun et par rapport au Nigeria, au Niger, etc. Donc il y a un enjeu aussi pour le président Idriss Déby de protéger sa capitale, puisque si cette partie n'est pas assez tenue, il y a quand même un danger de rapt, etc. et de prise d'otage sur N'Djamena. Merci. Dans l'actualité également, en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma est rattrapé par l'affaire Gupta. Gupta, c'est le nom de cette famille riche d'origine indienne accusée d'influencer les décisions du chef de l'État. L'enquête doit notamment déterminer si cette famille a pu choisir des membres du gouvernement et des hauts fonctionnaires. Victoria Siamosedi. La médiatrice de la République sud-africaine, Thuli Madonsela, a déclaré vouloir attendre plus de preuves incriminant le président Jacob Zuma dans l'affaire Gupta. L'avocate sud-africaine estime que les accusations sont insuffisantes pour conduire le président devant les tribunaux et instances de lutte anticorruption. La médiatrice s'est néanmoins prononcée sur sa détermination à œuvrer pour la lutte contre la corruption et pour le respect des droits des citoyens sud-africains. Corruption is a global epidemic that La corruption est une épidémie mondiale qui préoccupe actuellement les organismes internationaux. Il y a beaucoup de corruption en Afrique du Sud, une corruption parfois locale et même transnationale. Le citoyen sud-africain moyen doit être profondément préoccupé par la corruption parce qu'elle est dangereuse et constitue une entrave à la démocratie. Elle vole les ressources et aussi l'âme de la nation. Dans l'affaire des Gupta, le président sud-africain Jacob Zuma avait été accusé d'être influencé financièrement par la richissime famille indienne lors des récentes nominations ministérielles. L'affaire a éclaté quand le vice-ministre des Finances, Mcebisi Jonas, avait accusé la dite famille de lui avoir proposé un poste controversé. Des accusations qui avaient suscité des appels à la démission de Jacob Zuma. State capture allegedly by the Gupta family. We've been asked to
famille Gupta est soupçonnée d'avoir une implication dans la gestion de l'État. L'on nous a demandé de vérifier si effectivement c'était le cas et d'autre part les allégations spécifiques faisant état de la participation illégale de cette famille dans le choix des ministres. Nous avons été invités à examiner si les contrats ont été délivrés dans les règles, s'ils ont été remis par les entités étatiques à la dite famille et si les licences étaient illégalement remises aux entreprises Gupta. Pour l'heure, Tulima Donzela n'a pas encore indiqué les ressources supplémentaires qui lui permettront d'éclaircir cette affaire. L'avocate espère toutefois pouvoir achever cette mission avant la fin de son mandat à la tête de la médiature en octobre 2016. Daouda, c'est une nouvelle affaire pour le président Jacob Zuma et pas des moindres. Est-ce que cela pourrait entacher définitivement sa crédibilité? Je pense que définitivement, je ne sais pas, ça on verra dans les prochains jours et semaines. Mais ce qui est sûr, c'est que cette affaire n'arrange pas la situation, le fait que son autorité ait été atteinte quand même à cause de différentes affaires liées à la corruption, etc., comme on le sait. Maintenant, je pense qu'il faut quand même que Jacob Zuma prenne ses responsabilités, parce que pour un chef d'État, et de surcroît le chef d'État de l'Afrique du Sud, un pays symbole quand même dans la lutte pour la cause noire, entre guillemets, dans la lutte pour le développement, je pense que voir ce type d'image et ce type de scandale n'est pas une bonne image à renvoyer au reste du continent. Donc à ce niveau-là, j'espère que les choses vont être rattrapées. Et puis je glisserai un mot sur l'ANC. Peut-être aussi qu'on est resté avec le parti de Mandela, le parti historique, et que peut-être que ce parti a besoin aussi d'être rénové quelque part, puisque la lutte pour l'apartheid est aujourd'hui derrière nous, elle a été bien menée, elle a été menée avec bravoure, elle a été menée avec dignité, et on en arrive là aujourd'hui à tous ces résultats positifs pour ne pas saper justement ce passé historique qu'on doit à Mandela. Il faut vraiment rénover le parti, l'ANC, et mettre à sa tête des gens qui sont d'une probité irréprochable. Ça me paraît important. Alfred, si les accusations s'avèrent vraies dans cette nouvelle affaire, est-ce que ça obligerait le président Jacob Zuma à démissionner? Fanny, rien ne l'oblige à démissionner, mais il faut attendre justement que l'enquête que mène diligente Tuli Madonsela aboutisse et qu'on sache effectivement quels sont les tenants et les aboutissants de cette énième affaire qui frappe encore Jacob Zuma. Moi, je fais partie de ceux qui, au moment où il y avait cette bataille féroce entre Jacob Zuma et puis Thabo Mbeki, qui soutenait justement la légitimité au fond du combat de Jacob Zuma. Mais j'avoue que depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir, je suis vraiment totalement déçu parce que enfin, pour ce qui lui reste, le peu de crédit qui lui reste encore, est chaque fois rogné par des affaires qui se succèdent. À un certain moment, il faut qu'il se regarde dans le miroir et qu'il se dise « Que dois-je faire de juste et de bon, de bien pour l'Afrique du Sud ?» Et à ce moment-là, il tranchera. Mais comme il s'accroche tellement au pouvoir, il ne décidera jamais de lui-même de partir. S'il avait été effectivement, comme dit Daouda, probe dans son comportement, dans la gestion de l'Afrique du Sud, il n'y aurait pas eu justement des frondes à l'intérieur de l'ANC. Toutes les frondes qu'on voit aujourd'hui à l'intérieur de l'ANC sont liées justement à sa mégestion de l'économie de l'Afrique du Sud, des affaires publiques, à sa moralité douteuse. Et là, vraiment, c'est à désespérer quand même pour le pays qu'on considérait que l'une des démocraties de l'Afrique, l'un des pays phares de l'Afrique. Alors chaque fois comme ça que l'Afrique du Sud est citée dans la page des faits divers, la corruption, ceci ou cela, ça ternit quand même l'image, pas seulement de l'Afrique du Sud, mais de l'Afrique aussi.
Daouda, alors rapidement, Alfred parlait de Toulima Ndonzela, la médiatrice de la République qui s'occupe de cette affaire, mais c'est elle aussi qui avait enquêté sur l'affaire de la résidence privée du chef de l'État. Est-ce qu'on peut penser que le pouvoir va avoir certaines craintes quand même par rapport à cette enquête? Oui, tout à fait, parce qu'elle avait été quand même, elle avait été déterminée sur des fonds, cette affaire, donc des fonds publics qui avaient financé la réfection, de la résidence de Jacob Zuma, alors que c'est une résidence privée. Donc je pense qu'on peut s'attendre à la même détermination de sa part sur cette affaire-là. Un médiateur de la République, c'est quelqu'un normalement qui est indépendant et qui va dans le sens de la citoyenneté et du peuple. Et je pense qu'elle le sera pour toute l'Afrique du Sud. Merci. Nous allons marquer une courte pause, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.